Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, à l'orée de laquelle je vais comme d'habitude vous donner, mais cette fois-ci très brièvement, des nouvelles de notre petite entreprise. Vous savez que notre collecte, notre campagne de financement a été un succès, et donc pour la première fois depuis 1 mois et demi, le seul appel que je ferai à votre soutien matériel et moral sera pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner et nous apporter de cette manière une contribution mensuelle régulière. Vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site, lenouvelespritpublic.fr, sur lequel vous trouverez les textes de présentation de nos sujets et les recommandations de notre dernière séquence, la séquence des brèves. C'est aussi sur ce site que vous pouvez vous inscrire à notre prochaine émission en public à l'école alsacienne. Elle aura lieu dimanche prochain, le 11 novembre. Vous savez que nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1. Le 1 publie cette semaine un numéro bilan des 2 années du président des États-Unis, avec les signatures de Anne Nivad, de Marc Duguin, de Dick Howard, de Patrick Declercq et de Robert Solé. Mais le 1 publie aussi, enfin ça non pas mais et le 1 publie également un hors-série qui est intitulé « Un Trump, ça tweet énormément ». Ce sont les 350 tweets les plus imaginatifs, les plus indignes, les plus extravagants du Donald, comme dit le 1, qui sont traduits et qui sont expliqués, et je vous recommande cet ouvrage instructif. Je vous le recommande, et je recommande à la gratitude de ceux qui sont autour et celles qui sont autour de cette table, les auditeurs que nous allons maintenant nommer afin de les remercier personnellement. François Bradier, Frédéric Ducarme, Jérôme Michiana, Rémi Verdet et Luca Malatesta. Marc-Olivier Padis. Je remercie pour ma part chaleureusement Gabriel de Châteauvieux, Geneviève Schricki, Gilles de Kersabiec, Hélène Prasini et Thierry de Rochegonde. Lucille Schmid. Non moins chaleureusement, je remercie Yves Gimard, Catherine Mahou, Rémi Dupasquier, Marie-Hélène Drouet et Julien Digue. Nicole Niesotto. Alors mes remerciements à Isabelle Satre, Frédéric Mantoux, Jean Duhamel, Anne-Françoise Ruot et Philippe Tirel. François Bujon de l'Étang. Et pour ma part, je voudrais exprimer notre gratitude à Laurent Paoli, Laurent Beccaria, Benjamin Appra, Jean-Marc Ribière et François Ghisoni. Merci beaucoup. Nous allons maintenant nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée et même cette fois-ci de la semaine à venir. Nous le ferons donc avec François Bujon de l'Étang, que vous venez d'entendre, ambassadeur de France, avec Nicole Niesotto, qui est professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, Marc-Olivier Padis, qui est directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Lucille Schmid, qui est membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Nous commencerons par nous intéresser aux États-Unis à la veille des élections de mi-mandat. Le 6 novembre prochain, donc mardi, les électeurs américains sont appelés aux urnes pour renouveler à mi-mandat du président l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. 2 ans et demi après la victoire de Donald Trump, la campagne pour ces élections se déroule depuis le début d'octobre dans un contexte d'une particulière violence. Commencé avec l'envoi d'une dizaine de colis piégés au domicile de plusieurs personnalités démocrates, dont l'ancien président Barack Obama, ainsi qu'au siège de la chaîne CNN. Cette violence a atteint un paroxysme avec l'attentat qui a fait 11 morts samedi dernier dans une synagogue de la ville de Pittsburgh. Après avoir tardé à dénoncer le caractère antisémite d'une fusillade dont l'auteur ne cachait ni ses sympathies nazies, ni ses convictions suprématistes, et criait « tous les juifs doivent mourir » en ouvrant le feu, le président Trump a réagi en désignant les médias comme étant, je cite, « le véritable ennemi du peuple ».
Cette saillie du président américain s'inscrit dans une stratégie qu'il déploie depuis le début de la campagne, en s'efforçant de transformer le scrutin en plébiscite sur sa personne et en répétant d'un meeting à l'autre un discours hostile aux migrants, et en particulier à l'ouverture des frontières aux populations venues d'Amérique centrale. Face à lui, les candidats du Parti démocrate dénoncent le caractère inégalitaire de la politique fiscale de l'administration Trump et défendent le bilan de l'Affordable Care Act adopté sous la présidence de Barack Obama. Si les sondages publiés la semaine dernière laissaient prévoir une courte victoire des démocrates au Congrès, les bons résultats économiques des États-Unis ont fait gagner 3 points de popularité depuis septembre au président Trump, crédité aujourd'hui de 47% d'opinion favorable. Enfin, la mobilisation de la communauté hispanique et des électeurs les plus jeunes reste une grande inconnue susceptible de faire basculer le scrutin. Sur cette question, François Bujon de l'Étang. Alors, élection midterms, donc, le premier mardi de novembre, selon la tradition constitutionnelle américaine, pour renouveler, effectivement, vous venez de le dire, Philippe, la totalité de la Chambre des représentants, un tiers du Sénat, mais aussi, il faut l'ajouter, les gouverneurs, ou en tout cas un grand nombre de gouverneurs, très exactement 36, ce qui est quand même considérable, et 87 des 99 législatures d'État, qui sont extrêmement importantes, puisque ce sont elles qui vont très largement légiférer dans les années qui viennent. Voilà. Alors, ces élections, traditionnellement, historiquement, sont toujours défavorables à l'administration et au président en place. C'est une constante de la politique américaine. Elles n'entraînent pas d'ailleurs d'effet automatique sur l'élection présidentielle suivante. Elles se décident sur des raisons, et ça, il faut vraiment garder ça à l'esprit, qui sont très souvent locales, beaucoup plus que nationales, même pour les élections sénatoriales ou pour les élections à la Chambre des représentants. Et il est souvent difficile ou trompeur d'en tirer des enseignements généraux. Ceci étant posé, je crois qu'il faut dire que cette année, les élections midterms interviennent aux États-Unis dans un climat particulièrement délétère. Il l'est pour toutes les raisons que vous avez dit, Philippe, dans votre introduction. Il l'est parce qu'elles auront lieu dans un climat de violence extrême. Et cette violence, c'est pas seulement la violence de la synagogue de Pittsburgh, par exemple, ou la violence des colis piégés envoyés à des personnalités assimilées au Parti démocrate, ou en tout cas anti-Trump. C'est un climat de violence politique énorme, considérable. Et moi, je ne cesse de voir de vieux amis ou de vieux correspondants washingtoniens venir à Paris en me disant: tu ne mesures pas à quel point le climat politique est absolument irrespirable dans la capitale américaine aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, je crois, dans l'histoire des États-Unis. Alors, pourquoi ? Ça tient à beaucoup de choses. Ça tient d'abord, évidemment, à la personnalité outrancière, clivante, tonitruante, tweetante de Monsieur Trump. Ça va de soi. S'il y a un personnage clivant, pour reprendre ce cliché, c'est vraiment lui. Et au fond, c'est un populiste en guerre ouverte contre l'establishment, ses pompes et ses œuvres. Et la façon dont il s'en prend aux médias, par exemple à la presse écrite, il l'a refait à l'occasion de la tragédie de la synagogue de Pittsburgh, est tout à fait révélatrice. Mais c'est en outre un iconoclaste qui ne considère aucune vache comme sacrée, n'est-ce pas ? Et qui a toujours le doigt sur la gâchette dès qu'il en voit apparaître une au détour du couloir. Alors rien n'est sacré, ni l'OTAN, ni l'ONU, ni le climat, ni les accords signés avec les uns ou les autres, ni les accords de désarmement signés avec l'Union soviétique, ni le commerce avec la Chine, ni l'Europe. Rien n'est sacré. Et par conséquent, cette atmosphère iconoclaste entraîne dans le climat politique quelque chose de tout à fait neuf. Alors, ceci s'ajoute à un débat politique américain qui est incroyablement acrimonieux depuis déjà plusieurs décennies. Enfin, il faut quand même le dire. Tout ceci a commencé il y a 20 ou 25 ans à peu près. Le degré d'acrimonie du débat n'a cessé de monter au cours des 20 dernières années et l'opinion est très très gravement divisée. Il y a un gouffre entre l'opinion au point que certains parlent de guerre civile quasi ouverte ou de guerre civile froide. Ça a commencé, rappelez-vous,
vous, moi j'étais aux États-Unis à ce moment-là, par les élections midterms du premier mandat Clinton en 1996, avec l'élection de Newt Gingrich et du Contract for America. C'était vraiment le début de ce glissement à droite du Parti républicain vers la droite la plus conservatrice ou la plus réactionnaire. Ça s'est poursuivi avec l'impeachment manqué d'ailleurs du président Clinton. Ça s'est poursuivi sous le président Bush, puis avec la naissance des Tea Parties, puis avec M. Obama, finalement, qui a été rejeté par une grande partie de l'opinion de la droite conservatrice. Et tout ceci n'a cessé de continuer et de grossir et de donner M. Trump, qui n'est pas un épiphénomène, mais qui est le produit de ce glissement progressif du Parti républicain vers la droite la plus extrême. Alors, ceci s'accompagne d'une profonde radicalisation de la vie politique américaine, parce que il faut bien voir qu'au fur et à mesure que le Parti républicain dérive vers la droite, le Parti démocrate, lui, dérive vers la gauche, au point qu'aujourd'hui, les personnalités les plus en vue du Parti démocrate sont d'ailleurs largement des septuagénaires, mais je n'ai rien contre les septuagénaires, rassurez-vous. Personne précise n'aurait ici quoi que ce soit contre les septuagénaires. Non, j'en pense le plus grand bien. Mais en l'occurrence, qu'il s'agisse de Bernie Sanders ou d'Elizabeth Warren, ce sont des personnalités, elles aussi, assez clivantes au sein même du Parti démocrate. Et vous avez cette espèce de parallélisme entre la radicalisation des deux partis, l'un vers la gauche, l'autre vers la droite. Alors, ça, c'est la toile de fond, si vous voulez, des élections qui se profilent. Le deuxième caractéristique, je crois, c'est que Trump domine de toute sa stature la vie politique américaine aujourd'hui. Et je suis frappé par la façon dont il a pris en main un parti républicain qui, au moment des primaires, rappelez-vous, il y a à peine 2 ans, se refusait à lui au point de présenter 16 autres candidats contre lui dans la primaire. Il a personnellement pris en main le Parti républicain avec une grande vigueur au fil des mois, et on voit depuis quelque temps que ses opposants républicains ou bien se retirent, comme M. Corker, par exemple, président du Sénat, ou le speaker de la Chambre, Paul Ryan, ou bien ne se représentent pas, et que quiconque veut aujourd'hui bénéficier de ce qu'on appelle aux États-Unis les coattails, c'est-à-dire les queues de pie de son habit de M. Trump, doit se définir par rapport à lui. Vous êtes pro-Trump, et dans ce cas-là, vous avez une chance d'être élu. Vous êtes anti-Trump, et il vaut mieux ne pas trop sortir sur la scène publique. Il a pris tout ça en main avec une extraordinaire vigueur. Il obtient d'excellents résultats économiques. Enfin, il faut quand même le reconnaître. L'économie américaine grandit à 3,5% en moyenne annuelle au 3e trimestre. C'était 4,2% au second trimestre. Le taux de chômage est à un niveau historiquement bas depuis plus d'un demi-siècle. Il a marqué des points dans sa renégociation, par exemple, de ce qu'on appelle l'ALENA avec le Mexique et le Canada. Il a entrepris une guerre commerciale avec la Chine qui est finalement assez populaire. Bref, il domine complètement de la tête et des épaules la scène. Et nous allons le voir évidemment dans les jours et les semaines qui viennent sur le thème de l'immigration avec la colonne hondurienne qui remonte à travers le Mexique, et comme si ça avait été calibré exactement pour jouer en sa faveur. Alors, tout ceci étant posé, il y a évidemment de nombreuses incertitudes sur le résultat des élections. Et je terminerai avec ça. La première grande incertitude, ce sera évidemment le taux de mobilisation de l'électorat. Il ne faut pas oublier que la participation à des élections aux États-Unis, d'une façon générale, est faible. Pour une élection présidentielle, elle tourne autour de 60%. Pour une élection midterm, normalement, elle est autour de 40%. Cette année, il y a des indices qui font penser que la mobilisation sera plus forte, parce que on voit une plus grande mobilisation des femmes, par exemple, avec le mouvement MeToo. On voit une plus grande mobilisation, semble-t-il, des jeunes. Mais enfin, tout ceci reste encore tout à fait mystérieux. Le consensus des observateurs, derrière lequel je vais me retrancher prudemment, c'est que normalement, pour les élections au Congrès, il est possible que les démocrates remportent une majorité. La majorité républicaine à la Chambre des représentants est faible pour l'instant, elle est de 23 sièges, elle pourrait basculer, et elle
on pourrait avoir le centre, le Pew Center de Philadelphie, qui est le plus fiable, dit qu'il y a 6 chances sur 7, par exemple, qu'une majorité démocrate emporte la Chambre des représentants. Ce serait sans doute une courte majorité, mais elle peut le gagner. Au Sénat, les choses sont tout à fait différentes, puisque sur les 35 sénateurs sortants, il y a 26 démocrates, et que par conséquent, les chances arithmétiques pour les démocrates de perdre des sièges sont fortes. Elles le sont d'autant plus que sur ces 26 démocrates qui se représentent, il y en a 10 qui sont dans des États qui ont voté Trump à l'élection présidentielle. Et il faut s'attendre par conséquent à ce que M. Trump conserve sa majorité au Sénat, ou peut-être même l'augmente de 1, 2, possiblement 3 sièges. Enfin, si vous permettez, les gouverneurs. Les gouverneurs, c'est très important parce que là, les démocrates ont vraiment la possibilité de gagner entre 5 et 10 sièges et de rééquilibrer les gouverneurs entre démocrates et républicains. Nicole Nisotto. Oui, alors même si ces élections se font sur des considérations locales, l'investissement et la personnalité du président est tellement énorme qu'on peut aussi penser qu'elles se feront sur son bilan. Et quand on regarde le bilan de la moitié du mandat de Donald Trump, par rapport à ce qu'il avait promis à ses électeurs, au cœur de son électorat, le bilan est extraordinairement positif. Et moi, je ne partage pas l'optimisme, entre guillemets, des observateurs qui pensent à un rééquilibrage en faveur des démocrates. J'y reviendrai tout à l'heure. Le bilan est positif sur le plan économique. François Bujon de l'Étang l'a dit. Le pays est en plein emploi. La croissance est revenue. Il l'a aidé en diminuant les impôts sur les sociétés. Il tente de réduire le déficit commercial en imposant un protectionnisme ad hoc selon les pays avec lesquels l'Amérique est en déficit. Donc tout va bien sur le plan économique. Sur le plan international, son slogan était America First. Et il a fait exactement ce qu'il avait promis. Il s'est retiré pratiquement de toutes les crises qui ne sont pas essentielles pour les États-Unis, l'Ukraine, l'Afrique, même la Syrie, il pourrait déléguer à d'autres. Il a gardé 2 points forts, l'Iran et la Corée, mais surtout, il est de nouveau dans la position de faire de l'Amérique le pays qui donne le la de l'ordre international. Il détruit telle ou telle institution, il n'en a qu'à telle autre, et donc c'est l'image de l'Amérique qui impose sa vision du monde, et le reste du monde n'a qu'à s'y plier. America is back. Donc il a vraiment, je crois, il peut présenter un bilan positif et je pense que l'électorat républicain lui en saura gré. En revanche, bien sûr, si on se met du point de vue de la stabilité internationale, de la démocratie, des intérêts européens, il est évident que son bilan pour nous est catastrophique, que Donald Trump est un casseur. Je crois que vous avez parlé d'un iconoclaste, moi je vais beaucoup plus loin. C'est un casseur au sens vraiment d'un type qui ne connaît que le rapport de force et qui casse quand ça n'est pas à son avantage. Donc il a explosé la société américaine. Le climat de guerre civile est effectivement très réel. Le pays est prospère, mais la société est complètement éclatée. Deuxièmement, il est en train de pulvériser le système international que l'Amérique elle-même avait mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et peut-être qu'il a une prescience, je ne sais pas, mais de ce que sera le monde de demain. Mais en tout cas, c'est un fossoyeur de l'Occident, de la puissance de l'Occident. Et troisièmement, il réveille tous les démons de l'extrémisme. Comment dire, sa brutalité, sa vulgarité, ses injures, ses tweets, ses mensonges. Tout cela est le contraire de la civilité démocratique. Et il y a dans cette espèce d'excès rhétorique de Donald Trump quelque chose qui ramène les États-Unis plus vers l'extrême droite que vers les démocraties européennes. Donc pour nous, le bilan est catastrophique, mais pour lui, je crois, par rapport à ses promesses électorales, il me paraît très positif. Et donc, quelles sont les conséquences électorales que l'on peut en tirer ? Alors, bien évidemment, les sondages aujourd'hui donnent les démocrates gagnants, et en particulier au Congrès. Mais pour les électeurs, qu'est-ce que ça veut dire de voter démocrate ? Quel est le programme des démocrates ? Les démocrates sont un peu comme les gauches européennes, dans un état de crise majeure. Ils sont incapables d'aligner un programme de gouvernement autre que la critique de Donald Trump. Et c'est pour ça que moi je crois que, contrairement à ce que disent les observateurs, les républicains vont faire un très beau score. Marc-Olivier Padis ?
Oui, je voudrais me concentrer sur le point le plus troublant, je crois, de cette situation et auquel François et Philippe a déjà fait référence, qui est l'atmosphère de violence dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et je dirais, par rapport à l'intervention de Nicole, que certainement Trump contente grandement son électorat, mais c'est une toute petite frange des Américains. L'énigme américaine, c'est pourquoi est-ce que électoralement c'est aussi performant. Et je vais en dire un mot. C'est-à-dire que je voudrais resituer, finalement, il y a un débat en cours aux États-Unis en ce moment sur pourquoi cette polarisation de la vie politique, pourquoi cette violence. Et il y a des enquêtes qui sont intéressantes. Donc François l'a dit, chaque parti est poussé, les démocrates plus à gauche, les républicains plus à droite. Alors il y a à ça, tout d'abord, une raison historique. C'est que les partis, chacun des deux partis est devenu plus homogène et plus cohérent. Il y a eu pendant longtemps, je ne vais pas reprendre toute l'histoire des partis politiques américaines qui est assez riche, mais il y a eu pendant très longtemps des républicains libéraux et des démocrates conservateurs, et c'était lié à l'opposition entre le nord et le sud des États-Unis. Il y avait des démocrates du sud, des républicains du nord, et il y a eu dans les années 50-60 un chassé-croisé des deux qui fait que les démocrates du sud sont devenus des républicains et les républicains du nord sont devenus des démocrates. Et donc ça a donné une situation assez complexe, mais qui débouche au moment finalement de l'élection de Reagan et dans les années 80 à des camps beaucoup plus homogènes. Et ça correspond finalement à la chronologie qu'a donnée François, c'est-à-dire au moment de Clinton. Là vraiment, on a déjà un durcissement des identités. Et ça correspond à des identités politiques dans la population qui se sont un peu radicalisées. Et j'ai lu une enquête d'une ONG qui s'inquiète justement de ce mouvement de radicalisation. Et cette ONG américaine s'appelle More in Common. Donc justement, dans son nom, elle dit bien qu'elle cherche ce que les Américains ont en commun. Et ils ont plus en commun que ce que la vie politique semble l'indiquer. Et ce que montre cette enquête de More in Common, c'est que en fait, il y a une énorme majorité silencieuse aux États-Unis et qu'ils appellent même une majorité épuisée. Épuisée par la violence de ces débats et un peu dégoûtée de la vie politique par cette montée aux extrêmes, cette hystérie permanente, et qui explique en partie ce taux d'abstention absolument effarant qu'on peut connaître, puisque c'est des taux d'abstention qui vont parfois à plus de 60% pour ces élections de midterms. Et alors, ils décrivent des profils, cette profil de famille, je ne vais pas forcément détailler, mais il y a vraiment d'un côté des activistes progressistes qui sont très convaincus, et de l'autre, des conservateurs convaincus également. Par exemple, Trump n'a pas pris par hasard cette question de l'immigration pour mettre sous tension cette élection, parce que si vous regardez dans cette enquête, si on dit aux gens, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que l'immigration est bonne pour les États-Unis, le pays est coupé en deux, 51-49%, bon ou mauvais. Mais quand on regarde en détail, il y a justement des activistes progressistes pour qui, à 99%, l'immigration est une bonne chose. Et à l'inverse, vous avez les conservateurs convaincus, à 90% pensent que c'est une mauvaise chose. Donc 99-90%. Ces deux camps-là, ils peuvent à peine se parler. Ils sont très homogènes et très très opposés. Mais entre les deux, vous avez toute une gamme en fait d'Américains qui sont des libéraux modérés, qui sont des conservateurs modérés, qui ne se retrouvent pas du tout, et vous avez même 25%, 26%, un quart de la population qui se dit désengagée, qui n'est pas du tout motivée par ces sujets, qui n'a pas d'opinion en fait sur toutes ces opinions. Et donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans l'âge de la communication des médias sociaux, en fait, et justement on parle de Twitter sans cesse, les médias sociaux mécaniquement favorisent l'expression des extrêmes. C'est-à-dire qu'ils ont rendu le mainstream, le débat général, beaucoup plus perméable aux extrêmes, parce que les extrêmes sont plus visibles, plus mis en avant aussi par les médias qui jouent sur la volonté de l'audience. Et donc, il est plus difficile aujourd'hui de trouver aux États-Unis les bonnes médiations politiques, un langage politique qui conteste le récit justement de Trump, nous contre eux, et qui trouve Nicole disait justement une civilité démocratique, une conversation démocratique qui redonne la parole à tout le monde et qui réinclut dans le jeu politique américain toute cette majorité épuisée qui s'en est retirée. Lucille Schmitt.
Oui, moi, ce qui me frappe, c'est que François l'a rappelé, ces élections sont à la fois locales et nationales. Et d'ailleurs, c'est le propre des élections législatives, c'est le cas aussi en France. Mais là, cette fois-ci, avec la présence de Donald Trump qui, jusqu'au dernier moment, puisqu'il a fait une nouvelle proposition en proposant, par exemple, de retirer le droit du sol lorsqu'on naît aux États-Unis, ce qui est une proposition complètement quelque part scandaleuse, iconoclaste, pour reprendre les termes qui ont été utilisés, obligeant d'ailleurs Paul Ryan, le speaker de la Chambre, à dire que tout cela n'était pas possible parce que ce n'est pas possible que l'exécutif supprime le droit du sol. Jusqu'au dernier moment, Donald Trump a été son propre agent électoral, et ça c'est une situation inédite, avec l'absence de limite qui le caractérise et que chacun d'entre nous a évidemment remarqué. Moi, je voulais citer ce que dit Donald Trump sur la manière dont, selon lui, vont se jouer les élections, parce que je trouve que c'est extraordinairement parlant. Il dit que ça va se jouer sur cette question du juge Kavanaugh, et donc sur cette question, au fond, des hommes et des femmes, et la question du harcèlement sexuel, et le caractère paradoxal d'avoir eu cette espèce d'immense débat concernant deux personnes qui ont la cinquantaine, et qui, en fait, rappelaient des faits qui s'étaient passés entre l'âge de 15 et 17 ans, la question de la caravane, donc hondurienne, qu'a rappelé François, et law and order, c'est-à-dire la question de l'ordre public, la capacité donc à dire qu'un président des États-Unis, et puis ceux qui le représentent, assurent au fond la sécurité, et puis la question du droit, et common sense. Donc tout le sujet au fond qui se joue aujourd'hui aux États-Unis, c'est comment est-ce que chacun remplit de contenu common sense. Et c'est là que le fait d'être opposant ou pas à Donald Trump, c'est quelque chose autour de comment est-ce qu'on qualifie le common sense lorsqu'on est américain? Je pense que c'est quelque chose de puissant. Et il y a un certain nombre d'études qui se sont par exemple intéressées au sujet qui pourrait déterminer la victoire ou la défaite de ceux qui soutiennent Trump. Il y a la question évidemment des accords commerciaux, et ça a été rappelé, Nicole disait au fond, Donald Trump a de bons résultats économiques et commerciaux, et vis-à-vis de la Chine, il a su remettre de l'ordre. Moi je crois que la question c'est est-ce qu'au fond il ne prétend pas avoir remis de l'ordre alors qu'en fait il crée un vrai désordre mondial, et est-ce que les intérêts économiques américains ne vont pas être affectés par le désordre qu'il met au niveau mondial? Et le deuxième point, c'est la question migratoire. Et je crois que Trump a tendance à sous-estimer la façon dont beaucoup d'Américains, Marc Olivier le rappelait, au fond sont pour la migration. Enfin, ça fait partie de l'identité culturelle de ce pays. Et cette manière de cliver sur la question migratoire, notamment ce truc du droit du sol qui vient de sortir de son chapeau, est peut-être quelque chose qui pourrait lui coûter la victoire aux élections. Et puis le troisième point sur lequel il y a beaucoup de débats, c'est la question des hommes et des femmes. Je crois qu'aujourd'hui, il y a toute la possibilité. Il y a beaucoup de nouveaux électeurs qui se sont inscrits. D'ailleurs, il y a eu une sorte de compétition sur l'idée de l'inscription sur les listes électorales. Ça ne veut pas dire lorsqu'on s'inscrit qu'on va aller voter, mais c'est quand même un indicateur. Et notamment en Floride, qui est un des États sur lequel il y a une grande bataille politique, on dit qu'il y a 450 000 nouveaux électeurs qui se sont inscrits. C'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les jeunes, les femmes, que la mobilisation de certaines personnalités, qui sont des personnalités médiatiques comme Taylor Swift, cette jeune chanteuse, qui ne s'était jamais mobilisée pour aucun combat politique. L'anti-Trumpisme, aujourd'hui, fait de nouveaux adeptes, et c'est quelque chose qui n'est pas seulement réductible à Hollywood contre l'Amérique profonde. C'est quelque chose sur l'identité d'être américain, et personnellement, je pense que ce qui se joue dans ces élections, et la possible victoire des démocrates, moi je crois plutôt à la victoire des démocrates dans ces élections, c'est la question de la mobilisation d'une Amérique contre une autre, et donc ensuite, selon ce qui se passera lors de ces élections, la possibilité de ces deux Amériques à continuer à dialoguer, que ce soit dans les institutions, dans les familles, comme l'a rappelé Marc Olivier, ou tout simplement dans la société. Est-ce que le débat est possible entre ces deux Amériques? C'est une question qui est posée. Casseur, iconoclaste, on pourrait ajouter aussi profanateur. Ça m'a frappé au moment de l'affaire Kavanaugh, justement, le fait que le président soit intervenu. Tout le monde sait que ce sont des nominations politiques, ça n'étonne personne aux États-Unis, la nomination d'un juge à la Cour suprême, mais à tel point même que on vous enseigne en droit que beaucoup de juges attendent qu'il y ait un président de leur couleur politique pour présenter leur démission quand ils commencent à se sentir un peu vieillir. Mais par contre, que le président des États-Unis soit intervenu dans ce débat de la commission du Sénat pour se moquer, ridiculiser la personne qui portait plainte était une nouveauté. Et l'autre affaire qui me paraît de l'ordre de la profanation, c'est celle du droit du sol, précisément, qui est vraiment dans le monde entier, pas seulement aux États-Unis, mais qui est associé aux États-Unis. Et il y a là quelque chose qui
appelle d'autant plus l'arrivée de figures qui soient capables de s'opposer à Trump et qui ne peuvent plus être les vieux démocrates. C'est le fidèle de Trump qui envoyait des bombes à Hillary Clinton et à Obama et aux autres se trompait de cible. Ceux-là non plus, ils sont sur la touche, ils sont des témoins, ils sont des commentateurs, ils pourraient, on les accueillerions avec plaisir, venir au nouvel esprit public, mais ils ne sont plus dans l'action. François Bujon de l'Étang. Nous, 2 ou 3 remarques sur tout ce qui vient d'être dit. La première, c'est sur Trump, encore une fois. Il joue un rôle personnel considérable dans cette campagne. Et c'est assez rare parce que finalement les présidents en place, généralement dans la campagne des midterms, apparaissent relativement peu. Lui, au contraire, il est très très présent, il mouille la chemise, comme on dit en français. Il fait à peu près 4 réunions par jour pour l'instant. Il a fait une 50aine de réunions électorales depuis le début du mois de septembre. C'est tout à fait exceptionnel. Et il est en train de personnaliser cette élection, ce qui est là encore assez nouveau. Il est allé jusqu'à dire dans une de ses réunions, c'est pour moi que vous votez en 2018, ce qui est rare dans une élection midterm. Donc finalement, le thème dominant de la campagne, ce sera Trump. On est pour ou on est contre Trump. Ce sera une campagne qui sera très clivante et qui portera là-dessus. Bien sûr, il y a 50 autres sujets sur lesquels les gens vont avoir à se prononcer. On les a mentionnés au passage, l'économie, la Cour suprême, l'immigration, tout ce que vous voudrez. Mais ce sont des questions presque subsidiaires par rapport à la question principale qui est Trump. Deuxième point, l'affaire Kavanaugh, elle est importante pour toutes sortes de raisons. Pour celles que vous avez dites, Philippe, mais aussi parce que tactiquement, il a été très bien utilisé par Trump et par le leadership républicain au Congrès pour cliver le Sénat juste avant l'élection. Au lieu que les sénateurs républicains partent dans tous les sens, on les a rameutés sur l'affaire Kavanaugh. Et on a voté finalement au Sénat selon, according to party lines, comme on dit, c'est selon la ligne des partis qu'on a voté. Démocrates contre républicains, ce qui a permis à Kavanaugh d'être élu. Et ce qui permet aujourd'hui à Trump, quand il parle de son bilan, de dire devant des foules enthousiastes qu'il a déjà en 2 ans de temps nommé 2 juges conservateurs à la Cour suprême. C'est un argument important. Il faut rappeler que pour le précédent qu'il a nommé, qui était aussi un conservateur et un jeune conservateur, oui. Pour le précédent, Trump a réussi à faire modifier les conditions de la nomination, oui, puisqu'il fallait une majorité des 3/5, il fait une majorité de 60, oui. Et il a réussi à faire en sorte que ça ne soit plus qu'une majorité qualifiée, oui. Ce qui a permis aux prédécesseurs qui n'arrivaient pas à plus de 54 voix oui. D'être élus, et ce qui a permis évidemment à Kavanaugh d'être élu aussi. Et voilà. Donc c'est aussi une profanation. Et quant à l'immigration, elle n'a pas joué pour l'instant beaucoup de rôle dans la campagne. C'est assez paradoxal d'ailleurs. Bien sûr, il y a la colonne hondurienne qui remonte et qui va permettre à Trump de flex his muscles, comme on dit, de bander ses muscles. Il va déployer l'armée à la frontière qui, au demeurant, est déjà gardée par la garde nationale. Et puis surtout, il compte sur les Mexicains pour arrêter les Honduriens au passage. Mais l'histoire du droit du sol est en effet très révélatrice. Elle est toute neuve. Il vient d'en parler pour la première fois. Il en a parlé de façon irréfléchie, en disant qu'il allait modifier ça par executive order. Il ne peut pas le faire. C'est un amendement à la Constitution et ça suppose évidemment une procédure très très lourde. Mais c'est nouveau. C'est la première fois qu'il en parle. On va voir s'il creuse ce sillon ou si finalement ce sera sans lendemain. C'est très très difficile parce que ça, pour le coup, c'est une vache sacrée et on ne la change pas comme ça. Je vous propose que nous quittions les États-Unis. Je cherchais des yeux s'il y avait encore quelque chose de décisif à ajouter à notre conversation et que nous nous intéressions à cette situation où l'on voit la Commission européenne et le gouvernement italien tenter une sorte de bras de fer à propos du budget. En septembre, à la fin de septembre, le ministre de l'économie et des finances italien, Giovanni Tria, a présenté le premier projet de budget de la coalition formée par la Ligue et le mouvement 5 étoiles depuis les élections générales de mars. Pour tenir une partie des mesures de relance annoncées pendant la campagne électorale, ce budget prévoit notamment un plan de relance de 97 milliards d'euros en 5 ans, plan qui se traduit par l'abandon de la politique de réduction du déficit public dans laquelle l'Italie, dont la dette est considérable, était engagée depuis plusieurs années. Après avoir plusieurs fois mis en garde contre cette hausse du déficit, qui substitue un objectif de 0,8% du PIB acté par l'ancienne majorité social-démocrate, un objectif de 2,4% du PIB en 2019, la Commission a fini par rejeter, sans surprise, le 23 octobre, le projet de budget présenté par le gouvernement de Giuseppe Conte.
Ce rejet, présenté par le commissaire européen aux affaires économiques et financières comme la conséquence logique d'une déviation claire et nette, a été immédiatement condamné par le ministre de l'Intérieur et vice-président du Conseil, Matteo Salvini, qui a affirmé que les messieurs de la spéculation pouvaient se rassurer et que le gouvernement ne changerait rien à son budget. À ce stade, il est peu probable que la procédure de coordination des budgets, dite du semestre européen, qui n'a jamais abouti à une sanction financière, force le gouvernement Conte à revenir sur son plan. Pour autant, la présentation de ce budget a motivé la dégradation par Moody's de la note attribuée au titre de la dette italienne. La coalition au pouvoir, qui s'est divisée récemment autour d'un projet d'amnistie fiscale, pourrait être ébranlée par une nouvelle dégradation qui entraînerait de lourdes conséquences sur le financement par l'État italien de son déficit, alors que sa dette souveraine dépasse déjà les 131% de son produit intérieur brut. Sur cette question, Lucile Schmitt. Oui, merci Philippe. D'abord, je crois que ce qui est important, c'est de noter qu'il s'agit d'un moment tout à fait inédit dans l'histoire de l'Europe, puisque jamais il n'y a eu de rejet d'un budget par la Commission européenne, et que par ailleurs, je dirais que la mise en scène, les déclarations de part et d'autre ont pris un tour extrêmement théâtral, pour le moins, auquel, je dirais, le caractère feutré des institutions de l'Union européenne ne nous avait pas habitués. Je voudrais quand même là-dessus citer quelques déclarations. Certes, Pierre Moscovici a dit que le moment était fort et grave et a dit qu'évidemment les choses allaient s'arranger, mais par ailleurs il a expliqué que des petits Mussolini étaient en train aujourd'hui de commencer à diriger l'Europe. Par ailleurs, le commissaire européen allemand Oettinger a dit « les marchés vont apprendre aux Italiens à bien voter », ça il l'a dit en juin, et Luigi Di Maio, donc dirigeant du mouvement 5 étoiles et ministre du développement économique italien, nous a dit que le budget du peuple avait éliminé la pauvreté. Et donc on est dans un moment extrêmement intéressant d'une certaine manière, parce que toutes ces déclarations montrent que la question est à la fois économique, démocratique, politique, et pose le sujet aussi de l'avenir de l'Union européenne. Quelle orientation philosophique veut-on lui donner? Et comment est-ce qu'on traite cette question, au fond, de l'augmentation des inégalités sur le sol européen? Alors, quels sont donc ces débats de fond derrière ce jeu de rôle? Il me semble que le premier débat de fond, c'est évidemment la question de la technocratie versus la légitimité démocratique. C'est un vieux débat sur la question européenne. Évidemment, le Parlement italien est souverain lorsqu'il s'agit d'adopter le budget. Mais la menace qui est aujourd'hui brandie, y compris par Pierre Moscovici, c'est l'idée que les marchés, au fond, vont exercer leur rôle, notamment sur le différentiel de spread du taux allemand et du taux italien, et que donc la question de la souveraineté italienne, quelque part, elle est dépendante des marchés. Simplement, ce qu'on peut répondre à ça, c'est que une forme de solidarité européenne des différents États à l'égard de l'Italie, et en tout cas un peu plus de souplesse, évidemment, joue aussi un rôle déterminant sur l'évolution des marchés, et ça, c'est un sujet qui est essentiel. C'est-à-dire que le sujet de la souveraineté européenne versus le rôle des marchés internationaux et des fonds de pension, qu'ils soient chinois, qu'ils soient américains, qu'ils soient en tout cas pas européens, est une question qui est posée. Troisième débat de fond par rapport à cette question, évidemment l'orientation des politiques économiques nationales et les règles de l'Union économique et monétaire européenne. On l'a déjà dit ici, puisqu'on avait parlé de l'Italie à plusieurs reprises, le succès du mouvement 5 étoiles et de la Ligue et de la coalition que formait la Ligue avec le mouvement de Silvio Berlusconi était dû aussi à l'augmentation des inégalités, à la pauvreté. Il y a 6 millions d'Italiens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, à la promesse du mouvement 5 étoiles, notamment de donner un revenu universel. Il y a eu une espèce de coalition d'électorats très disparate entre les pauvres du sud de l'Italie et puis les petits entrepreneurs qui veulent de l'amnistie fiscale, puisque l'économie au black, l'économie noire italienne, ça représente à peu près 15% des résultats économiques. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis, le dernier débat qui est derrière tout ça, c'est évidemment le débat sur le renforcement de la zone euro. Qu'est-ce qui se passe par rapport à Emmanuel Macron et à son souhait de doter la zone euro d'un budget, d'un ministre des Finances et d'une nouvelle, au fond, orientation économique? Ça avait été aussi rappelé dans nos émissions.
Emmanuel Macron peine à trouver des partenaires en Europe. Il avait réussi à trouver un partenariat assez modéré du côté d'Angela Merkel, qui se trouve aujourd'hui affaibli. Et au fond, la réunion de l'Eurogroupe qui va avoir lieu en novembre montre bien que Emmanuel Macron, dans son ambition européenne, est aujourd'hui bridé par les résultats électoraux et par cette espèce de montée des populismes européens. Nicole Niesotto. Je suis d'accord avec le premier point de Lucille Schmitt, c'est-à-dire que cette crise n'est pas une simple crise budgétaire, c'est une crise politique majeure pour l'avenir de la construction européenne. Et on a 3 enjeux. Le premier, on le voit dans l'affrontement entre Moscovici et Salvini, cette espèce de couple maudit de la crise actuelle. On a d'abord une bataille de légitimité. Et là, je dirais, c'est match nul. Je crois que la Commission est dans son droit et dans son rôle de contrôler les budgets des États membres de la zone euro, parce que ce sont les États membres eux-mêmes qui lui ont donné ce pouvoir et l'Italie l'avait accepté comme les autres. Mais le gouvernement de M. Salvini est parfaitement dans son droit de proposer un budget qui n'est pas le budget du gouvernement précédent, parce que si c'était le budget du gouvernement précédent, mais le gouvernement précédent aurait été élu et non pas le gouvernement de M. Salvini. Donc dire que ce budget est une trahison par rapport à l'engagement de 0,8% qu'avait pris le gouvernement précédent, c'est totalement absurde. Le gouvernement précédent ne gouverne plus et donc le gouvernement actuel n'est pas tenu par cet objectif. D'autant que d'ailleurs il reste dans le cadre global des 3% de déficit par rapport au PIB, donc il n'est pas hors des clous, comme le dit la Commission. Ça, c'est le premier point, mais je dirais match nul. Les deux ont leur légitimité. Le deuxième bataille, c'est la bataille de crédibilité politique, et là, c'est plus compliqué. La Commission joue son va-tout. La Commission est une institution très affaiblie. Elle a perdu sur la question des réfugiés, puisque le plan de relocalisation qu'elle avait proposé en 2016 n'a pas été respecté par l'ensemble des États membres. Elle a perdu sur le plan de ce qui est son vrai pouvoir, le commerce extérieur, puisqu'on lui a pratiquement dénié le droit de continuer la négociation du TAFTA, le grand traité avec les États-Unis. Il lui reste le troisième volet de son pouvoir, c'est-à-dire le contrôle budgétaire de la zone euro. Et pour Moscovici, c'est une espèce d'affirmation de pouvoir, c'est ça ou rien. C'est-à-dire soit la Commission se décrédibilise, soit il affirme le pouvoir de la Commission. Et d'ailleurs, on voit bien dans les déclarations qu'il fait, il parle de provocation du gouvernement. On a l'impression que ce qui est puni, c'est pas le déficit, c'est le fait c'est la revendication politique que fait le gouvernement Salvini. Si le gouvernement italien était venu en disant bon, excusez-moi, c'est difficile, je suis pas dans les clous, mais enfin je vais faire mieux la prochaine fois, avec une espèce d'humilité technocratique, peut-être qu'il n'aurait pas été sanctionné. Donc la Commission est très affaiblie, elle veut remettre sa crédibilité, et évidemment la coalition Salvini est une coalition qui est ni faite ni à faire, elle est tous les jours en danger d'éclatement entre la Ligue qui veut sortir de l'euro et les 5 étoiles qui a un programme social très important. Et donc, le gouvernement est obligé de surjouer la rupture avec Bruxelles pour augmenter sa crédibilité politique. Mais le troisième point qui me paraît le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qui, aujourd'hui en Europe, dans l'état actuel de l'Europe, doit l'emporter. Est-ce que c'est l'esprit d'analyse économique ou est-ce que c'est l'esprit de finesse politique? Et là, je suis désolé, je vais faire le procès de la Commission et de M. Moscovici en particulier, dont le vide politique apparaît sidéral. Depuis quelques années, la Commission est sur une dynamique occupationniste, c'est-à-dire elle fait ce qu'elle a toujours fait, sans la moindre prise en compte des conditions politiques des citoyens européens. Sur l'élargissement que les citoyens n'aiment plus, elle annonce cette année que c'est prêt pour le Monténégro. Sur le libre-échange que les citoyens n'aiment plus, elle annonce qu'elle va commencer des négociations avec l'Australie et qu'avec le Mercosur, c'est bien parti. Et sur le budget italien, elle refuse ce budget, quitte à encourager, non seulement en Italie, mais dans toute l'Europe, un vote massif des populistes et des anti-européens aux prochaines élections 2019. Et non seulement la Commission est d'un fait péché d'apolitisme important, mais en plus, certains commissaires que Lucille a cités font dans le déni de la démocratie. On se souvient que la Commission avait déjà trouvé aberrant que les Grecs puissent penser faire un référendum du temps de Tsipras sur un programme d'austérité. Il leur avait interdit le référendum. Et aujourd'hui, ce commissaire allemand dit on va voir ce qu'ils vont voir. Les marchés vont apprendre aux Italiens à voter. Et je trouve quand même assez sidérant que la Commission européenne fasse passer la défense des règles européennes, qui ne sont jamais que des règles aléatoires, devant le risque politique majeur qui est celui aujourd'hui d'une victoire des populistes en Europe. Marc-Olivier Padis.
Oui, alors je suis un peu en désaccord avec ce qui vient d'être dit. D'abord, je suis d'accord sur le fait que le nouveau gouvernement est souverain et donc il peut choisir son budget. Ce qu'il n'a pas le droit de faire croire, c'est qu'il évolue dans un univers sans contrainte. Et ça, c'est ce qu'il essaye de faire croire. Donc, quel est le débat sur la Commission ? Nicole a très justement dit, la Commission a perdu du pouvoir. Mais le débat européen aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que beaucoup de pays, et en particulier l'Allemagne, veut retirer à la Commission le pouvoir de discuter du budget avec les États. Ils veulent des sanctions automatiques. Et ça fait des années que c'est les Français qui se battent en disant « Ah non, non, il faut que ce soit une discussion, un échange avec la Commission. » Et les Allemands, mais derrière les Allemands, les Néerlandais et les autres pays du Nord disent « Nous, on ne veut plus de cette discussion. On veut des sanctions automatiques. » Et donc, plus de discussion politique. Donc, Nicole s'inquiète de l'absence de réflexion politique de la Commission, mais c'est le dernier organe qui garde un peu de sens politique. Après, ça veut dire qu'on va passer à des sanctions automatiques. Et donc, il y aura plus... Mais si, c'est ça qui va se passer exactement. Et après, on peut dire, oui, les marchés, ça ne va pas, d'accord. Mais c'est quoi le problème de l'Italie aujourd'hui ? C'est que chaque année, il faut qu'ils trouvent 400 milliards. Et donc, ils les demandent à qui, les 400 milliards ? Ils les demandent au marché. Et donc, vous regardez le spread. J'ai regardé ces derniers jours. Vous allez sur les sites qui affichent le spread. Le spread, il monte, mais minute par minute. C'est fascinant à regarder. Donc, ils sont à plus de 350 de taux de base de différence avec l'Allemagne. Ça va continuer à monter. Et donc, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, ils se tournent vers les Chinois en disant « Oula, venez investir chez nous, là, les routes de la soie, ça passe par Venise, etc. » Ils vont à Rome faire des génuflexions devant Poutine et en disant « Poutine va nous acheter de la dette ». Comme si Poutine avait les poches aussi profondes que ça. Moi, je ne crois pas. Et après, il y a un dernier débat qui est politique. Soyons politiques jusqu'au bout. À ce moment-là, c'est est-ce que ce budget italien, il est si intéressant que ça ? C'est-à-dire, pourquoi pas qu'ils aient une stratégie, effectivement, redonner du pouvoir d'achat aux ménages, etc. Très bien. Mais est-ce que ce qu'ils proposent, c'est intéressant ? C'est intéressant de proposer une amnistie fiscale aux petits patrons qui payent les gens au noir et qui vont pas payer ce qu'ils doivent aux impôts. C'est malin, ça, comme stratégie ? Moi, je ne pense pas. Est-ce que c'est malin de déséquilibrer les caisses de retraite jusqu'en 2047 ? Je ne pense pas que ce soit un bon programme. Mais c'est d'ailleurs pas, c'est pas mon opinion qui compte. C'est c'est que non, mais c'est pas un programme crédible, c'est pas un programme défendable, et ils vont avoir énormément de mal. Alors, ce qui est étonnant, c'est que pour le moment, en fait, on est dans un processus qui reste politique, et la situation italienne n'est pas si mauvaise. L'Italie est le 9e exportateur du monde. Ils ont une balance commerciale qui est excédentaire. Si nous, on avait ça, on serait absolument ravis. C'est la 2e puissance manufacturière en Europe, donc devant la France. Si nous, on perdait pas notre puissance manufacturière, on serait ravis. Et ils ont quand même une épargne qui est extraordinaire. Donc, ils sont pas dans une difficulté aussi importante. Leur problème, c'est que ils ont un manque d'investissement dans les infrastructures qui est énorme. Ils ont cette dette qui est quand même qui les plombe, parce que la charge de la dette, c'est le premier poste du budget, et donc ils dépensent un argent extraordinaire dans la dette. Leur croissance est faible, ça veut dire qu'ils créent peu d'emplois, ils ont beaucoup d'emplois, la pauvreté a augmenté, et donc pour le moment, la proposition du gouvernement n'est pas du tout à la hauteur des défis de l'économie italienne. François Bujon de l'Étang. Je vais être un peu nihiliste, mais je m'en excuse à l'avance, mais personne, tout le monde a brutta figura dans cette affaire, finalement, tout le monde. La Commission, le gouvernement italien, le reste de l'Europe. Marc-Olivier, ils sont pas en si belle posture que ça, les Italiens. Vous oubliez un léger détail, c'est qu'ils n'ont pas de croissance. Et qu'ils n'ont pas de croissance depuis plus de 10 ans, et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, et qu'ils ont une infrastructure qui se dégrade. Il y a qu'à voir le pont de Gênes, et cette catastrophe épouvantable qui, évidemment, l'a mise en valeur. Donc, ils sont quand même dans une piètre position. N'oublions pas qu'ils ont 131% du PIB qui est représenté par une dette qui représente 131% du PIB, et que au taux d'intérêt d'aujourd'hui, qui vont monter bien entendu dans l'avenir, ils payent pour cette dette en intérêt seul 35 milliards d'euros, ce qui est l'équivalent du budget de l'éducation nationale pour l'Italie. Ce n'est pas soutenable. Et si on regarde leur budget, ce budget n'est pas soutenable. Il n'est pas soutenable parce qu'il est le produit d'une coalition qui est bizarroïde entre la Ligue du Nord et le mouvement Cinque Stelle, et qu'on a additionné finalement le programme de l'un et le programme de l'autre, et on a fait ce qu'on appelle à Bruxelles d'ailleurs
d'ailleurs, c'est un très beau mot du jargon bruxellois, de la conciliation cumulative. C'est-à-dire qu'on a tout additionné, c'est bien la conciliation cumulative. Alors on fait à la fois un revenu universel, une amnistie fiscale, une baisse de l'imposition, on fait tout et on aboutit bien entendu à une dépense qui n'est absolument pas soutenable, tout le monde le sait. Et quand M. Salvini dit qu'il fait en même temps un plan de relance qui va redonner 3 ou 4% de croissance à l'économie italienne, personne ne le croit, ni en Italie, ni à Bruxelles, ni ailleurs. Ce n'est pas crédible. Donc, ils sont dans une drôle de position quand je dis qu'ils ont brutta figura. La Commission aussi, finalement, parce qu'elle fait preuve de rigidité, la pauvre, alors il faut la comprendre, elle ne peut pas ne pas réagir devant un budget aussi provocateur, surtout après les mises en garde qu'elle avait prodiguées avant la publication même de ce budget. Elle ne pouvait pas ne pas faire ce qu'elle a fait. Mais ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas passer aux sanctions. C'est pas vrai. Je n'y crois pas une seule seconde pour ma part, parce que les sanctions, c'est compliqué, il faut prendre des responsabilités très lourdes, il faut l'accord des 28 membres. Il ne va rien se passer, finalement. Monsieur Salvini ne va pas renoncer à son budget, la Commission va continuer à brandir son sabre de bois, et tout le monde va attendre, benoîtement, les élections au Parlement européen, et finalement, excusez-moi, mais celui qui a raison, c'est M. Oettinger. Ce sont les marchés qui vont décider. Ce sont les marchés qui vont décider parce que ils sont à 315, 340, jusqu'à 340 points de base dans le spread, la différence de spread. Mais dès qu'on passe à 400, la machine casse. Elle casse et vous avez vraiment une crise sur les marchés. Et M. Salvini devra trouver, comme M. Tsipras, le chemin du Fonds monétaire et des aides possibles et imaginables. Nicole Lisetto. Oui, alors je ne crois pas pouvoir être soupçonné de la moindre connivence avec le populisme de la Ligue, etc. Mais enfin, quand même, quand vous dites le budget n'est pas soutenable, je me demande ce qui est soutenable depuis 10 ans. Il faut quand même pas oublier que depuis 2008, c'est-à-dire une décennie, toute la génération donc des 18-28 ans qui sont rentrés sur le marché du travail dans l'ensemble de l'Europe, pas seulement en Italie, ne connaît que la récession, ne connaît que des mesures d'austérité imposées effectivement par la politique de rigueur qui a été celle de la Commission européenne et de l'Allemagne depuis une décennie, une génération. Même des autorités les plus quand même compétentes, comme le FMI, disent que peut-être il faudrait parfois faire une politique de relance, peut-être qu'il faudrait revoir et alléger la dette grecque, peut-être qu'on pourrait faire la même chose pour l'Italie, au lieu de se polariser sur ce déficit et cette dette. Et donc, ce qui n'est pas soutenable, c'est d'imposer pendant 10 ans à des classes moyennes une paupérisation de leur situation qui les met immédiatement dans les bras de populistes et de M. Salvini. C'est ça. Or, ce que l'Europe ne fait jamais, c'est de s'interroger sur l'efficacité de ces politiques. Et en termes de croissance, c'est peut-être efficace. En termes de stabilité démocratique, c'est une catastrophe. Lucille Schmitt. Oui, 2 mots. Marc-Olivier nous rappelait qu'aujourd'hui, il y a un débat sur la question budgétaire entre les États du nord de l'Europe et, au fond, ceux qui souhaiteraient une politique monétaire européenne plus interventionniste. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que ça montre qu'à la veille des élections européennes de mai 2019, la question qui est posée, c'est celle du projet européen. Et c'est pas seulement progressiste contre populiste. La question, c'est est-ce qu'on veut une Europe avec une vraie intervention, une capacité d'intervention du côté de la zone euro? Est-ce qu'on veut une politique budgétaire active? Est-ce qu'on veut une politique monétaire active? Est-ce qu'on veut lutter contre la pauvreté? La question du projet européen apparaît à travers ce débat entre la Commission européenne et les populistes. Et c'est dommage, d'une certaine manière, que ce soit un populiste comme Matteo Salvini qui le pose en des termes provocateurs. Mais j'observe que Nathalie Loiseau, la ministre française des Affaires européennes, a été extrêmement modérée sur cette question budgétaire, en disant que ce n'était pas à la France de donner des leçons et qu'elle s'était elle-même accommodée des règles. On peut se poser la question de est-ce que s'ils avaient effectivement fait profil bas, type langage utilisé par Emmanuel Macron, Nathalie Loiseau, est-ce qu'on aurait eu le même antagonisme mis en scène? Au fond, 2 projets européens s'affrontent sur la politique économique qui peut être menée par l'Europe. Et d'une certaine manière, Macron n'a pas d'allié, mais il serait plus du côté, en tout cas, du président du Conseil italien, Giuseppe Conte, qui dit bien que ce budget est peut-être la seule manière pour l'économie italienne de refaire le lien avec sa société. Marc-Olivier Padis. Non, mais moi, je ne pense pas du tout que le débat aujourd'hui, ce soit la Commission contre les peuples.
C'est absolument pas ce qui se passe. Enfin, il y a de la croissance en Allemagne, aux Pays-Bas, dans les pays du Nord. En Espagne, ils sont en croissance. Ils créent de l'emploi. Au Portugal, ils créent de l'emploi. Ils sont en croissance. Et donc, quels sont les pays qui demandent qu'on suive l'exemple de l'Italie? Il y en a pas. C'est pas la Commission qui décide de l'austérité, c'est les pays européens qui sont en désaccord sur les stratégies économiques. Les Allemands et les autres passent leur temps à dire « Pourquoi voulez-vous vous faire du mal alors que nous nous portons si bien en baissant notre dette, en baissant notre déficit, on n'a pas de chômage, on exporte. Pourquoi voulez-vous que ça vous fasse du mal de suivre un exemple qui nous fait du bien ?» C'est ça leur discours. Donc moi, je ne dis pas qu'ils ont raison, mais je dis ce n'est pas la Commission de Bruxelles. C'est un débat entre des pays européens qui sont en désaccord, c'est tout. Malheureusement, l'heure étant composée de 60 minutes, je crains que nous soyons obligés de reporter, mais nous n'oublions pas de reporter ce débat à une émission ultérieure, car l'heure vient de sonner des brèves. L'heure a d'ailleurs sonné aussi de vous rappeler que la semaine prochaine, l'émission est en public depuis l'école alsacienne et que sur notre site, vous trouvez le lien qui vous permet de procéder à l'inscription nécessaire. Je voudrais ouvrir la séquence des brèves en me félicitant de l'évolution d'un certain nombre de choses, puisque nous avons appris, grâce à la ministre de la Défense, que nous fabriquons des armes qui ne tuent personne là où on les expédie, c'est-à-dire au Yémen. Et nous avons appris de la ministre des Transports que l'avenir était à la trottinette. J'en ai parlé à ma mère adoptive, qui n'a que 91 ans et qui s'est montrée extrêmement satisfaite et gourmande, qui m'a demandé simplement si elle la conduirait elle-même ou s'il fallait que je la prenne en croupe, si j'ose dire, sur cette trottinette. Il se peut aussi que la ministre des Transports aille désormais d'un point à un autre et au Conseil des ministres avec une trottinette de fonction, trottinette électrique, parce que quand même, il ne faut pas fatiguer les membres du gouvernement. Je recommande également 2 livres, l'un qui concerne justement une dame âgée. Le livre s'appelle Suzanne et il est signé de Frédéric Pommier, c'est sa grand-mère Suzanne. Et le livre fait des va-et-vient entre la vie de cette femme, les rêves de cette femme, les amours de cette femme, les engagements de cette femme et sa vie aujourd'hui où elle ne peut être que dans une maison, un EHPAD, un établissement public destiné aux personnes dépendantes et dans lequel elle est traitée sans affection, ça serait peut-être beaucoup demandé, mais sans même respect, pour beaucoup de raisons, dont certaines tiennent à l'absence des moyens nécessaires et d'autres au fait qu'il y a des gens qui sont d'une moins bonne composition que d'autres. Mais c'est un livre composé avec beaucoup d'intelligence par Frédéric Pommier, qui avait écrit une très belle pièce de théâtre qui avait été donnée au Bouffe du Nord, si je ne me trompe. Et donc, cette composition en va-et-vient est tout à fait réussi, de la même manière qu'est réussi le livre de Jean-Claude Zilberstein qui s'appelle « Souvenir d'un chasseur de trésors littéraires » et qui peint une période pendant laquelle les éditeurs, les petits éditeurs, les grands éditeurs étaient d'une richesse humaine, intellectuelle, et on voit ce qu'a pu être l'édition avant que les conditions de température et de pression ne la mettent entre les mains de spécialistes du marketing. Et là, on est tout à fait content de partager avec Jean-Claude Zilberstein la richesse et la diversité des rencontres qu'il a faites, je dirais même qu'il a su faire. François Bujon de l'Étang. Moi, en ma double qualité, d'une part d'amateur d'histoire et de géopolitique, et d'autre part d'amateur de romanesque, je voudrais recommander chaleureusement à tous ceux de nos auditeurs qui ne l'ont pas encore vu de se précipiter dans leur cinéma favori pour y voir le film qui s'appelle Cold War. Cold War est un film de ce réalisateur polonais, Paweł Pawlikowski, qui était l'auteur du magnifique film Ida. C'est un film qui a eu le prix spécial du jury à Cannes et qui le mérite amplement. C'est un film magnifique qui est bref, à une époque où beaucoup de réalisateurs tendent à ne pas savoir s'en tenir à l'heure et demie. Il dure 1h24 minutes. Il raconte de façon extraordinairement efficace et par bonds successifs une histoire longue et compliquée, de façon très cursive, de façon très
taciturne, très peu bavarde finalement, avec des images magnifiques, avec 2 acteurs splendides qui sont Johanna Kulig et Thomas Scott. Et c'est un film qui dépeint notamment l'atmosphère de la guerre froide et l'implication de la guerre froide dans beaucoup de vies individuelles par des touches extrêmement légères mais formidablement efficaces. Précipitez-vous, c'est un film comme on n'en voit pas souvent. Nicole Nisotto. Je vais faire ma brève sur le théâtre, et c'est une brève à double tranchant, avec d'abord un 20 sur 20 pour la pièce de Marivaux présentée au Vieux Colombier, L'heureux stratagème, avec des acteurs du français formidables, dont Laurent Lafitte par exemple, et à tel point que la Maison de Molière est devenue depuis quelques années la Maison de Marivaux. Tous les ans, il propose un nouveau texte très peu connu de Marivaux. L'année dernière, c'était Le Petit Maître corrigé, donc parfait, 20 sur 20, un grand bonheur. Mais un 0 pointé pour la mise en scène de Emmanuel Domas, qui oublie que les mises en scène doivent servir la pièce et non pas servir le metteur en scène, parce que tout simplement, la scène se passe au milieu du public, et quand vous avez le malheur d'être au 8e rang de la tribune, c'est-à-dire c'est pas très très loin quand même, eh bien on entend un mot sur 2. Et c'est absolument, je trouve, scandaleux que la comédie française se prête à ce genre de narcissisme théâtral. Lucille Schmitt. Bien, eh bien moi je voulais, puisqu'on a parlé beaucoup des États-Unis, dire que c'est bien de relire Jonathan Franzen. C'est-à-dire que je ne sais pas si beaucoup ont lu Freedom, qui était paru en 2011, qui était un roman magnifique. Pourquoi est-ce qu'il est magnifique ? Parce que je trouve qu'il réussit à décrire à travers la vie d'un couple, Patty et Walter, la question de toutes les contradictions de cette société américaine qu'on a évoquées ce matin. Par ailleurs, c'est un grand roman d'écologie, puisque Walter adore la paruline azurée, qui est un petit oiseau en voie de disparition. Et donc, il y a quelque chose qui, d'une certaine manière, nous renvoie aux contradictions et aux complexités de la société américaine, qui n'est pas seulement pro- et anti-Trump, qui est aussi une société profondément démocratique, profondément névrotique. Et ce terme de freedom, qui est le titre donc du roman de Franzen, j'observe que Donald Trump n'en a pas parlé lorsqu'il a dit que c'était l'enjeu des élections qui viennent. À mon avis, il faut que la société américaine se libère de Donald Trump. Marc-Olivier Padis. Alors je voudrais, pour prolonger notre discussion sur l'Europe, recommander un très bon livre sur l'Europe de Luc von Middelaar, Quand l'Europe improvise, 10 ans de crise politique, chez Gallimard, dans la collection Le Débat. Luc von Middelaar est un historien et un jeune universitaire qui avait fait un très bon livre qui s'appelait Le passage à l'Europe. Et ensuite, il a été recruté en fait par Herman Van Rompuy pour l'aider à écrire ses discours, donc en tant que plume du premier président permanent du Conseil européen. Et donc, il a vécu toute la crise, les 10 années de crise après 2008. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un témoin de première source et en même temps un analyste qui connaît très très bien l'histoire de l'Europe, les institutions. Et donc, ce livre est vraiment passionnant et apprend beaucoup de choses. Je vous remercie. Je rappelle donc que nous sommes en public la semaine prochaine, que nous sommes à l'école alsacienne, que pour y venir, vous pouvez vous inscrire sur le site le nouvel esprit public sans séparation.fr. Je ferai un petit bémol sur la brève de Nicole Nisotto. Je partage, j'ai les plus grandes réserves sur cette mise en scène, mais pas à cause du dispositif bifrontal qui a été très souvent utilisé au Vieux Colombier et qui en général marche très bien. C'est dans ce cas particulier qui ne marche pas très bien pour des raisons sur lesquelles nous allons débattre malheureusement hors antenne, car le moment est venu de céder tout court et de nous retirer dignement en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine.